Vous le savez, dans ces épisodes du mercredi, je réponds à des questions et à travers des commentaires qui sont aussi postés sur YouTube. Et on m'a demandé en fait, on m'a posé une question en fait. J'aimerais comprendre dans un accouchement long, à partir de quand ça devient risqué, à quel moment on sort de la physiologie. Est-ce qu'il y a des vrais signes à surveiller ou est-ce qu'on dramatise un peu trop vite? C'est le genre de message que je reçois souvent, qui me touche évidemment particulièrement parce qu'il dit quelque chose d'essentiel. Le doute, la peur, l'envie de bien faire, et en même temps cette intuition qu'on pousse peut-être un peu vite à intervenir, à faire croire qu'un accouchement normal, ça doit se dérouler en 8, 10, 12 heures, point barre. Alors j'ai envie de remettre évidemment de la nuance. J'ai fait il y a quelques semaines déjà un épisode sur le changement dans la durée d'attente d'un accouchement et je vous remettrai en lien dans la description de l'épisode. Mais j'ai besoin qu'on se demande plutôt c'est quoi un accouchement long mais sûr? C'est quoi les vrais indicateurs qui montrent que tout va bien, même si ça prend du temps? Et à l'inverse, c'est quoi les signaux qui doivent nous alerter, peut-être sans céder à la panique? Alors, évidemment, dans cet épisode, on va parler de temps, de sécurité, de confiance, de vigilance. Parce qu'un accouchement physiologique, c'est pas une course contre la montre, et parce que parfois ralentir, eh bien c'est avancer. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Le temps de la naissance, c'est vraiment quelque chose qui vient très souvent, entre le début des contractions et la rencontre. Alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est de se rappeler que les toutes premières contractions ne sont pas forcément encore le vrai travail efficace. On est peut-être encore dans le pré-travail, dans la phase de latence. C'est parfois compliqué de comprendre la nuance entre justement ce travail bien efficace, bien là, et puis cette phase de latence. Donc ça peut augmenter finalement dans l'impression, dans la sensation, le temps de travail, alors que finalement pas du tout. Ce moment, ça peut durer, ça peut être long, ça peut être très long, même sans compter cette phase de latence. Il faut se rappeler que ça peut amener quand même pas mal d'attentes, pas mal de doutes, parce qu'en fait dans notre société on n'aime pas trop les choses qui prennent leur temps. Encore moins quand ça c'est imprévisible, on n'a pas de boule magique, ni pour savoir quand les bébés vont naître, ni pour savoir combien de temps ça va prendre. On veut des repères, on veut des chiffres, on veut des protocoles, on veut savoir si c'est normal. Mais est-ce qu'il y a vraiment une norme en fait? Est-ce que le simple fait que ce soit long, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche? Dans ma pratique de sage-femme, j'ai vu vraiment des centaines et des centaines de fois des travails qui peuvent être longs, mais à la fois doux et puissants. Des femmes qui traversent l'intensité, le doute, les vagues, et qui accouchent quand même en pleine sécurité. J'ai aussi vu à l'inverse des signaux subtils, des petits indicateurs qui disent qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer, et à ce moment-là, il faut savoir agir, choisir, parfois rediriger vers l'hôpital parce que c'est nécessaire. Et alors, si on est déjà à l'hôpital, peut-être que ce sera le moment alors d'aller vers la médicalisation. Mais ça ne doit pas être la première intention. Cet épisode, il n'est pas là pour faire peur, mais pour répondre honnêtement sur ces vrais signes, les vrais signes que ça va, ou les signes qui montrent un petit peu que la physiologie s'essouffle. J'aime bien quand même rappeler que ici je parle des accouchements physiologiques, sans déclenchement, sans potentialisation. La potentialisation, c'est quand justement on arrive et puis on dit que ça fait quand même plusieurs jours que on contractouille, etc. Et alors on met un petit peu d'ocytocine, puis un petit peu plus d'ocytocine de synthèse, voilà, pour essayer de potentialiser le travail. Ce n'est pas du tout ce dont je parle aujourd'hui. D'accord? Là, je parle du travail qui s'est mis en route spontanément, tout seul, et qui continue tout seul, où il n'y a aucune intervention pour accélérer les choses. Parce que l'accouchement, c'est pas un tunnel linéaire, c'est une danse. Et parfois, le corps, eh bien, il fait des pauses. Et parfois, eh bien, ces pauses, elles sont bénéfiques. On a besoin de temps de repos pour mieux redémarrer après. Parfois, on a besoin de reprendre de l'énergie. Donc, c'est à ce moment-là que potentiellement on va resucrer, on va redonner peut-être des boissons sucrées, du sirop, etc. pour essayer de redonner un petit boost. Mais je pense que c'est important d'écouter avec le cœur la science et avec humilité. Ce qui rend l'accouchement si difficile pour nous Homo sapiens modernes, c'est pas forcément la douleur ni même la durée du travail, c'est le mental. Cette petite voix intérieure.
Cette capacité qu'on a à anticiper, à comparer, à prévoir, à s'inquiéter. Le cerveau qui veut comprendre, contrôler, analyser. Je dis souvent, si je te dis à combien de centimètres tu es, il va te falloir très peu de temps pour faire une petite règle de 3 dans ta tête et te dire, ça fait autant d'heures que je suis en travail, j'ai fait autant de centimètres, donc il me reste encore autant de temps pour arriver à 10. Mais l'accouchement, lui, il fonctionne pas comme ça. C'est un processus qui est primitif, qui est instinctif dans le corps. Et plus on pense, plus on s'éloigne de ce que le corps sait faire tout seul. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut poser le cerveau. Éteindre le cerveau, littéralement. Quand on pose le mental, on laisse de la place à l'ocytocine, aux endorphines, aux ondes lentes, parce qu'on va vraiment profiter des pauses, etc. Ça va vraiment plonger la femme dans un état de conscience modifié. Moi, je dis elle s'altère, son état psychique s'altère. C'est là que le travail change de texture. C'est là que je vois, moi, qu'elles embarquent. C'est pas une donnée qui est forcément obligatoire, parce qu'il y a des femmes qui vont jamais décrocher, et c'est comme ça. Ça ne les empêche pas forcément d'accoucher correctement, mais c'est quelque chose, en tout cas si on est dans un travail qui dure longtemps, clairement, rentrer dans cet état de conscience modifié, ça va vraiment aider les choses. Parce que même quand c'est long, à ce moment-là, le temps devient flou, il n'y a plus de notion de temps. L'espace se dilate, le mental décroche et le corps peut avancer à son rythme. On se rend plus compte de combien d'heures passent, on suit la vague l'une après l'autre et on lâche prise. J'aime bien dire que le travail c'est un peu comme une randonnée à l'aveugle. On ne sait pas combien de temps ça va durer, combien il va y avoir de montées, s'il va y avoir des grosses descentes, si on va faire une pause sous un arbre, voilà. Parfois c'est abrupt, parfois c'est très plein, mais si on regarde, ça montre toutes les 5 minutes, c'est sûr que on va trouver ça interminable. Si on accepte de vivre pas à pas, alors on peut même trouver du plaisir, des moments de grâce, même dans un travail long. Et parfois les pauses, comme je disais, en fait, c'est pas un échec. C'est pas une stagnation pathologique, c'est peut-être juste une pause. C'est un moment où le corps reprend son souffle, où le bébé s'ajuste, où l'utérus se repose peut-être, pour revenir encore un peu plus fort par la suite. Je le dis sincèrement, dans beaucoup d'accouchements que j'accompagne, il y a des moments où ça ralentit. Et ce ralentissement-là, quand il est physiologique, quand il se vit dans un environnement sécurisant, quand on ne cherche pas à l'accélérer, eh bien il fait partie du chemin et c'est d'autant plus sécuritaire de le respecter. Alors c'est parce que je pense que dans le système médical actuel, on a l'habitude de se dire ça doit avancer, ça doit aller crescendo et les pauses font plutôt peur. Mais ces pauses-là, c'est de la sécurité. C'est parce que peut-être que justement ça fait des semaines qu'elle pré-travaille, et le fait qu'elle ait des pauses pendant son travail, ça lui permet d'arriver à traverser alors qu'elle est déjà fatiguée, pour elle comme pour son bébé. C'est important tout ça. Il y a aussi des moments où le corps il peut signaler que ça coince. C'est là que notre sagesse de sage-femme authentique, ancrée, qui connaît la physiologie est précieux pour écouter justement ces signaux, les nommer, proposer peut-être des aides. Nous, on va proposer potentiellement en première intention de l'homéopathie, on va utiliser le rebozo, la thérapeutique posturale, donc on va proposer des positions pour pouvoir aider le bébé à mieux appuyer sur le col, etc. On va aussi beaucoup travailler sur le mental, parce que parfois c'est des blocages psychiques. Je vous ai déjà parlé de ces femmes qui par exemple me disent pendant le travail qui dure très longtemps et je ne comprends pas pourquoi, et à un moment donné me disent mais en fait j'ai peur d'avoir un bébé. Oui, c'est dommage de s'en rendre compte maintenant. J'aurais pu peut-être désamorcer un peu ça avant, mais quand c'est comme ça, on essaye de faire au fur et à mesure. Mais donc le travail long, c'est pas un travail dangereux. C'est vraiment le mental qui est souvent le principal frein à l'accouchement qui peut être assez long. Poser le cerveau, c'est déjà laisser de la place à la physiologie. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut nous alerter dans un accouchement qui dure ? Parce que c'était ça la question qu'on m'a posée. La durée seule, donc, c'est pas un facteur de risque. Un travail long peut être parfaitement physiologique, surtout si le rythme cardiaque du bébé reste rassurant, car il est bien variable, que on l'entend bien, qui va bien, qui gère bien. Donc même quand on fait de l'auscultation intermittente, on peut se rendre compte de ça. Et la femme reste en lien avec ce qui est en train de se passer, tout en étant altérée, comme je le disais, etc. Mais elle gère et elle fait les choses bien, même si à certains moments elle dit que c'est difficile, etc. Mais moi, je sens qu'elle a l'énergie, l'énergie, le mental, etc. Que des fois, juste les petits mots qu'on utilise font que ça la rassure et puis qu'elle replonge.
Il y a des variations dans l'intensité ou dans la fréquence des contractions, ça montre que le processus reste tout à fait normal, physiologique, et puis elle se sent en sécurité. Les signaux d'alerte à connaître, ceux qui montrent qu'on commence à s'éloigner de la physiologie, c'est déjà si par exemple le bébé ne tolère plus bien ce travail. On va voir au niveau de son rythme cardiaque, au niveau de la variabilité, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça aussi, par l'auscultation intermittente, on sait le déterminer. Donc ça va être vraiment d'écouter le cœur du bébé pendant un temps assez long, on dit 1 minute, hein, et puis voir justement comment est-ce que le rythme cardiaque du bébé varie et où est son rythme cardiaque de base. Si on a l'impression que le bébé justement va pas bien, on va réévaluer, on va s'assurer que c'est pas juste un état, on va dire, momentané, parce qu'il faut pas oublier que le bébé, il a des phases aussi où il dort en fait, parce que c'est très physique, un accouchement aussi pour le bébé. Donc c'est vraiment s'assurer qu'on est toujours dans le bon. Et s'il y a besoin, faire un monitoring, etc. Le liquide amniotique, évidemment, si la poche se rompt et qu'on voit que le liquide est teinté, méconial, épais, ça c'est un signe de stress qui vient juste d'arriver maintenant. Mais si on voit que voilà, le liquide est teinté, que le bébé a de plus de difficultés, etc., ce sont des éléments qui nécessitent une évaluation immédiate et parfois une décision rapide, dont un départ vers l'hôpital si on est en extra-hospitalier, ou alors vraiment une surveillance plus accrue si on est à l'hôpital. Et peut-être potentialiser pour que ce soit pas trop long pour le bébé, bien que la potentialisation, en fait, ça rajoute quand même des difficultés pour le bébé. Donc il faut vraiment faire la balance bénéfice-risque et voir, est-ce que là je suis en sécurité? Ok, on voit que mon bébé, ça a été un peu dur pour lui, mais là, il gère plutôt bien, on peut attendre. Ou est-ce qu'on va essayer de manager les choses pour que ce soit plus confortable pour lui? Alors, la deuxième chose, c'est si la maman, elle s'épuise vraiment. Pas juste la fatigue normale du travail de l'accouchement. Ça s'appelle travail, c'est pas pour rien, d'accord? C'est un moment physiquement très très intense, et les femmes vont le dire, et on va voir que vraiment elle travaille très fort. Mais si elle a une perte totale d'énergie, de connexion, si elle dit vraiment j'en peux plus, pas parce qu'on est dans la phase de désespérance, mais que vraiment on sent qu'elle s'effondre littéralement, moi je pense que ça aussi c'est important. Alors, parfois, à ce moment-là, ça va être vraiment d'aller vers le repos, en première intention. C'est le genre de choses qu'on va proposer, mais si elle est catégorique, nous, on va aller chercher la médicalisation, et notamment la péridurale pour calmer le jeu, puis voilà, parce que peut-être que c'est ça qui va l'aider à accoucher sereinement. La troisième chose, c'est peut-être le col qui ne bouge plus du tout depuis de longues heures sans explication mécanique apparente. Alors je vous ai fait déjà un épisode sur la stagnation de dilatation, je vous remettrai en lien dans la description de l'épisode, parce que je pense que c'est important. On a souvent peur de cette stagnation de dilatation, on pense souvent que ça veut dire que c'est pathologique. Ça peut être dû à tellement de choses, ça peut être de la synclitisme, donc ça veut dire que le bébé n'a pas sa tête totalement bien mise de manière optimale. Peut-être qu'il y a des freins mécaniques qui empêchent le bébé de descendre dans le bassin, puis du coup il vient pas appuyer correctement sur le col. Voilà. Est-ce que le bassin est bien mobile? Est-ce qu'il y a des difficultés, etc. Donc on n'intervient pas automatiquement, on observe, on mobilise, on soutient, on utilisera l'homéopathie, le rebozo, la mobilisation, la thérapeutique. Et si jamais vraiment ça n'avance pas, à nouveau, je parle des phases où ça peut être des besoins de repos, à un moment ça peut être aussi à nouveau un besoin d'énergie, etc. Donc c'est voir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense que cette femme a besoin, qu'est-ce qu'elle nous dit. C'est pour ça aussi que je dis que les sages-femmes, elles ont comme une connexion bien particulière et elles ont cette capacité à analyser en fait au-delà juste des chiffres et de se dire bon, en fait j'ai l'impression que ce bébé n'est pas totalement bien mis, on va essayer des positions pour l'aider à mieux se tourner, etc. Par exemple, tout simplement. C'est pas un signe totalement que ça ne va pas. Je sais pas si je suis assez claire, mais c'est ça. Ça doit nous alerter. On a peut-être des choses à mettre en place, mais ça ne veut pas dire qu'on sort de la physiologie pour autant. Il faut voir quels sont les besoins de cette femme à ce moment-là. Par contre, si on a une stagnation, puis on a une douleur atypique, un truc qui reste localisé, une sensation de pression sans progression, etc., des contractions très fortes qui ne travaillent pas suffisamment, parfois, c'est vraiment le signe que le bébé est mal positionné ou que ça ne va pas. Et alors à ce moment-là, il faut changer de posture, il faut changer de technique, parce que
Si ça ne passe vraiment pas, peut-être que c'est un signe d'alerte important. En tout cas, moi, ça fait partie des choses auxquelles je suis assez attentive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des signaux de sortie de physiologie, c'est pas que des chiffres, c'est pas des heures, c'est pas des dilatations. C'est souvent une clinique particulière, sensorielle, puis beaucoup d'observations, puis ce sens clinique que finalement, petit à petit, on développe. Quelque chose d'assez fin, de connexion à ce qui se passe dans le corps, dans la chambre, dans l'énergie même de la naissance. C'est pour ça qu'un accompagnement compétent est précieux. Pas pour tout contrôler, mais pour savoir quand il faut proposer quelque chose, ajuster, soutenir, intervenir, proposer du rebozo, de l'homéopathie, etc. Moi, ce que je souhaite, c'est que les femmes, elles puissent vivre un accouchement respecté et sécure, qu'elles puissent se sentir libres, laisser faire leur corps, profiter des pauses, s'appuyer sur leurs ressources, tout en étant entourées d'une équipe qui veille avec bienveillance et pas juste se baser sur le timing, etc. Alors oui, c'est vrai que certains accouchements sont longs et non, c'est pas forcément un problème. Le vrai danger, c'est pas le temps, c'est la peur, c'est l'absence d'écoute, c'est de croire que on n'y arrive pas alors qu'en réalité on avance simplement à notre rythme. Et que la physiologie, c'est pas la performance. On pense souvent qu'il faut performer, qu'il faut y arriver et il faut voir aussi la globalité de la situation. Je dis souvent qu'il faut notamment prendre soin de soi dans les dernières semaines, dans les derniers jours avant la naissance du bébé, parce que en fait, il va falloir avoir toute l'énergie et tout le mental pour pouvoir traverser ce travail. C'est important aussi de prendre en compte tout ce qui s'est passé dans les jours qui précèdent. C'est un rythme qui peut être irrégulier, qui peut être lent, parfois qui peut être rapide, mais toujours cohérent quand on sait écouter. Se rappeler que parfois le corps a besoin de pause, que parfois le bébé a besoin de se repositionner, que parfois l'utérus a besoin de se reposer, et si on respecte ça, le processus y continue. Bien sûr qu'il faut savoir reconnaître quand ça sort de la physiologie, et ça, ce n'est pas à vous les femmes qui accouchez de le porter seul, c'est à nous les sages-femmes d'être formées, de veiller, de soutenir, d'accompagner en conscience avec les cartes de l'instant. Si cet épisode t'a parlé, t'a permis peut-être de poser un peu ton mental, qui sait, partage-le à une amie enceinte, à une future maman qui doute, peut-être un partenaire qui veut comprendre l'information juste transmise, mais qui peut changer une naissance. Si tu es sage-femme et puis que tu as envie de rejoindre la communauté du village authentique, eh bien le lien est dans la description de l'épisode. C'est à ça aussi qu'il faut qu'on se reconnecte, à notre sororité, à notre lien entre sages-femmes authentiques, parce qu'on en a besoin partout et que je suis persuadée qu'ensemble on peut tout changer, et notamment notre vision de l'accouchement long, pour pouvoir accompagner sans être intrusif, savoir quand on doit porter l'espace, quand on doit pousser vers le repos. Ce sont des clés très importantes pour avoir des accouchements sécurisés, respectés. Donc voilà, je vous donne rendez-vous lundi, et d'ici là, portez-vous bien.